tout le plan technique est en train de changer. Est-ce qu'il faut avoir été développeur avant ? C'est-à-dire c'est une personne qui va savoir faire un peu de code aussi, qui va savoir utiliser les outils no-code et qui va savoir utiliser l'IA générative. Est-ce que tu conseillerais à une entreprise de se baser uniquement sur du no-code ? La réalité, c'est que le no-code reste encore un terme un peu buzzword. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent du produit. Pour cette seconde édition, j'ai eu le plaisir d'échanger avec 24 nouveaux passionnés que vous découvrirez jour après jour. Et aujourd'hui, je suis avec Milan, fondateur de Uncode School. Salut Milan, comment ça va ? Salut Marceline, très bien et toi ? Super, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bien sûr, je m'appelle Milan Boigard et je suis le fondateur d'Uncode School. Uncode School, qu'est-ce que c'est ? C'est une école de formation aux outils no-code et notamment au métier de product builder. Et auparavant, on va dire que je me définis plutôt comme entrepreneur parce que je montais d'autres boîtes et j'ai également été développeur un temps donné. Et d'où la raison qui m'amène aujourd'hui en fait aux outils no-code et en fait à former à ces beaux outils-là. Comment est-ce que tu as découvert tout ce monde, en fait, le monde du produit, le monde de product builder ? Qu'est-ce qui t'a poussé à y faire ton entreprise ? En vrai, quand tu fais du dev aujourd'hui, la question du produit, tu peux pas vraiment la prendre en main parce que en fait, juste faire du dev, c'est déjà tellement difficile que c'est un métier à part entière. Et effectivement, avec les outils no-code, alors, en tout cas les outils no-code professionnels, ça reste encore technique, mais il y a quand même une barrière en fait qui est abaissée et par conséquent, ce qui s'avère, c'est que tu as un peu plus de temps pour mettre les mains en fait dans cette partie produit, c'est-à-dire par exemple je prends vraiment quelque chose de très concret, tu peux aller plus parler avec les utilisateurs, tu peux plus te rendre compte en fait t'as plus de temps en fait de mettre les mains dans cette partie produit. Il y a de plus en plus de monde en fait qui se revendique comme étant product builder, on parle plus de no code maker, on parle pas de d'autres en fait termes no code, on parle vraiment de cette nouvelle génération en fait de product builders qui sont donc les professionnels des outils no-code. Et je termine juste par un dernier point. Aujourd'hui, je parle de professionnels des outils no-code, mais la réalité, c'est qu'en fait, tout le plan technique est en train de changer. En vrai, aujourd'hui, les gens qui utilisent les outils no-code, ils ont aussi des connaissances techniques et ils utilisent aussi probablement un peu d'IA générative. Et tu vois la manière dont c'est en train d'évoluer d'un point de vue technique, la vraie question que je suis en train de me poser, et tu vois finalement dans ton podcast, je laisse un peu cette question en suspens, c'est est-ce que le terme de product builder va pas être le terme de la personne technique tout court ? C'est-à-dire c'est une personne qui va savoir faire un peu de code aussi, qui va savoir utiliser les outils no-code et qui va savoir utiliser de l'IA générative. Je pense que du coup on pourra se refaire un autre podcast débat sur le sujet, mais la réalité c'est que je pense que on va voir de plus en plus de product builders dans les prochaines années. Et du coup, toi, tu dis que le product builder, finalement, dans l'équipe, c'est la personne tech de l'équipe. Mais du coup, est-ce qu'il faut avoir des connaissances tech ? Est-ce qu'il faut avoir été développeur avant ? Je forme des gens à devenir product builder et ce que je leur dis, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de connaissances techniques auparavant parce que justement, on part de zéro, mais vous avez besoin d'appétence technique. Alors oui, si auparavant, tu as été développeur ou développeuse, la réalité, c'est que monter en compétence sur les outils no-code, ça va se faire beaucoup plus vite, ça va être beaucoup plus facile et même tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin. Mais par contre, si tu as une appétence pour la technique, les sujets de back-end, les sujets de front-end, c'est des choses qui t'intéressent, tu as envie de construire des produits, tu as envie de construire des projets, et bien là, par conséquent, en fait, tu peux te former à devenir product builder et c'est des choses qui, pour le coup, peuvent se faire sans, alors j'ai pas envie de dire sans aucune difficulté, mais en tout cas sur lesquels ça va être beaucoup plus facile de suivre un chemin de product builder que par exemple te dire ça y est, je me donne 3-4 mois pour devenir développeur, tu vois. Donc vraiment n'importe quel type de débutant ou de débutante avec une appétence technique aujourd'hui peut devenir product builder. Et du coup, toi, tu conseillerais le no-code plutôt pour un usage personnel
voire pour une petite équipe, est-ce que tu conseillerais à une entreprise de se baser uniquement sur du no-code plutôt que d'embaucher des devs, ou est-ce que selon toi, au bout d'un moment, il faut embaucher des devs? Aujourd'hui, les outils no-code, donc professionnels, qu'on dit professionnels, la réalité c'est que ils sont arrivés à un stade de maturité où l'idée c'est pas juste de faire des petits produits. On peut vraiment faire des choses qui scale, qui sont très importants, qui rapportent de l'argent. On peut vraiment faire des gros projets avec eux. Donc la question c'est ensuite quels vont être tes choix techniques? Et c'est un petit peu dur à répondre, hein, pour être très honnête, parce que aujourd'hui tu peux clairement être une entreprise qui démarre sur des outils no-code et qui va pendant des années et des années et des années rester sur ces outils no-code, parce que ces outils ils évoluent, ils te permettent une certaine flexibilité, et il y a des gens qui sont capables, donc il y a des product builders qui existent, hein, qui sont là sur le marché, qui sont capables de te maintenir ces outils. Donc la vraie question de savoir en fait si tu dois passer ou non sur un outil, si tu dois passer en full code plutôt qu'en code, c'est est-ce qu'à un moment donné l'outil que tu es en train d'utiliser ne te permet pas de faire telle ou telle fonctionnalité. Mais il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant sur les outils no-code dits professionnels, c'est que la plupart en fait proposent souvent, en plus des fonctionnalités qu'ils ont, la possibilité de plugger du code à l'intérieur et donc du coup de pouvoir développer. Donc la réalité c'est qu'en fait les outils no-code professionnels, tu as le meilleur des deux mondes. Tu as à la fois le logiciel qui te permet du coup d'aller assez vite et de créer tes outils rapidement, et en même temps si jamais tu veux faire intervenir des développeurs pour qu'ils te créent, je sais pas, par exemple un plugin particulier parce qu'il y a une fonctionnalité qui est pas présente sur le logiciel en question, et ben la réalité c'est que tu peux faire venir effectivement des développeurs ou des développeuses pour rajouter cette brique de code à l'intérieur. Donc vraiment ça va dépendre du contexte. Mais du coup, il y a de moins en moins de barrières techniques pour créer un business aujourd'hui. Mais du coup, est-ce que c'est pas dangereux de baser tout son business justement sur des solutions de no-code? Si l'entreprise de no-code, par exemple, elle décide d'augmenter drastiquement ses prix. Oui, très très bonne question, parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent. La réalité c'est qu'en fait un logiciel no-code il fait surtout de l'argent en fait en vendant du cloud. Ok, puisque c'est lui qui va vendre l'hébergement de son logiciel. Et le souci, et c'est souvent ce qu'on a en tête, c'est que lorsqu'on est sur un logiciel no-code, et ben souvent c'est un écosystème qui est fermé. Et du coup, on se retrouve avec des difficultés pour migrer. Alors, plusieurs points à ça. En tout cas, chez Uncode School, le choix que nous on a fait, c'est d'utiliser en fait des technologies dites modulaires. C'est-à-dire que quand tu prends aujourd'hui une stack d'outils pour construire un logiciel, en règle générale, tu vas faire du back-end. Qu'est-ce que c'est que le back-end? Ça va être à la fois en fait la partie base de données et la partie API. Et ensuite, tu vas également devoir parfois faire un front-end c'est ce que les utilisateurs du coup vont voir à l'écran. Et par conséquent, en fait, le choix du modulaire, c'est de se dire on va utiliser un outil pour chaque élément de la stack. C'est-à-dire que sur la partie back-end, soit on va utiliser un outil qui fait que du back-end, par exemple Xano, soit sinon on va même décupler en fait ce back-end. On va dire pour la base de données, on mettra, une base de données, ça peut être, j'en sais rien, si c'est un petit truc, ça sera du Airtable, sinon ça sera du Xano pour une grosse base de données. Après, pour la partie API et pour connecter en fait le front et le back, eh ben, tu vas pouvoir utiliser quelque chose comme Make ou N8N. Et ensuite, pour du front, tu vas pouvoir utiliser du Webflow, du WeWeb, du Web Studio, etc. Et donc, là, l'objectif en fait de décupler tout ça, c'est que tu vas réduire le risque de ta dépendance aux outils. Est-ce que tu peux switcher de base de données facilement avec tes outils de no-code, ou est-ce qu'une fois que tu as choisi ta base de données, c'est plus ou moins terminé? La réalité, c'est que quoi qu'il se passe, que ça soit du code ou du no-code, si tu es sur une application qui commence à être un peu importante, la réalité, c'est que switcher d'une architecture de base de données comme ça, c'est quelque chose qui est pas facile,
qui est possible, mais qui est pas qui est pas facile. Donc là, ça sert à rien de mentir en fait. À partir du moment où tu as choisi en fait un outil que ça soit en code ou en no code, la réalité c'est qu'il faut regarder si c'est quelque chose qui peut tenir la charge et oui, tu vas pas pouvoir switcher de base de données comme ça. Est-ce que dans le no-code, t'as des langages, des frameworks qui sont un peu comme dans le code, qui sont à la mode, puis qui passent de mode? Ouais. Il y a des tendances, mais de la même manière en fait que pour le code, à peu près tous les 3 mois, il y a un truc qui pop en fait sur le code et t'as envie de tester. La réalité, c'est que le no-code reste encore un terme un peu buzzword. La vraie difficulté en tant que product builder, ça va être de se tenir à une stack qui aujourd'hui est cohérente. Et la vraie question, c'est comment choisir un outil no-code avec lequel je vais pouvoir grandir. Et ma réponse, elle est multiple en fait vis-à-vis de ça. Tu dois regarder plusieurs choses. Est-ce que l'outil, il est jeune ou il est pas jeune? Ça, c'est un premier point. Le second, qui est un point extrêmement important pour moi, c'est est-ce qu'il y a une communauté ou non? Pourquoi ? Parce que en fait, si t'as pas de communauté, la réalité c'est que ça soit du code ou que ça soit des outils no code, à un moment donné tu vas avoir des difficultés techniques, il va falloir que tu ailles chercher de l'aide. Et donc si t'as juste en fait un gars au support sur cet outil no code, tu vas pas aller très loin. Donc la réalité c'est est-ce qu'il y a une communauté, donc est-ce qu'il y a un forum, est-ce qu'il y a un Slack, un Discord que tu peux intégrer pour pouvoir poser tes questions. Ça c'est un point qui est extrêmement important. Est-ce que potentiellement c'est un outil qui a levé de l'argent ou qui n'a pas levé de l'argent? Pourquoi c'est important? Je suis pas forcément un pro levée de fonds, mais la réalité c'est que tout ça coûte quand même un peu d'argent. Il faut quand même des équipes pour mettre en place un outil no-code qui soit robuste. Et la réalité c'est que il faut forcément qu'il y ait un peu d'argent derrière. Donc si c'est un outil no-code qui a levé de l'argent, la réalité c'est que ça va quand même lui permettre de grossir par la suite. À quoi sert le product builder dans une équipe produit? Moi, je considère qu'aujourd'hui, un product builder, une product builder, a un rôle essentiellement technique. C'est un ou une professionnelle des outils no-code et qui sait en fait shipper des produits, qui sait shipper des features au fur et à mesure. C'est une personne qui a une culture produit, mais c'est pas une personne dont le rôle est de remplacer le product designer ou de remplacer par exemple le product manager. Son objectif, c'est d'être intégré dans une équipe produit et d'être capable du coup d'être le référent technique sur des outils no-code au sein d'une équipe produit. Et du coup, tu peux utiliser Webflow pour énormément de choses. Par exemple, tu peux faire autre chose que des landing pages. Alors, Webflow, eux, leur force, elle a été sur le fait qu'ils proposent un éditeur visuel qui est de méga qualité et qui te sort du code de très grande qualité et du coup ça en fait des sites performants. Ils ont également un CMS en fait qui est hyper performant et qui est assez modulable que tu peux utiliser. La réalité c'est que Webflow aujourd'hui en tant que tel sont pas très bons pour créer des web apps. Tu peux avoir des outils supplémentaires type MemberStack, Outseta ou autres ou des outils comme Wizd qui vont te permettre de créer des web apps par-dessus Webflow, mais c'est des stacks supplémentaires que tu vas devoir rajouter. Webflow en soi va pas te permettre de pouvoir faire de la web app. Je pense d'ailleurs que ça va être ça pendant assez longtemps puisque l'objectif de Webflow, la vision qu'ils en ont, c'est comment être demain le meilleur éditeur de code visuel du marché. Et du coup, qui vont s'adresser à la fois aux designers, mais à la fois également aux développeurs qui vont prendre ça en compte. C'est que leur vision à eux, c'est que demain, en fait, on ne va plus coder avec ses petits doigts et son petit clavier. C'est que demain, on va utiliser un éditeur visuel. Eux, ils espèrent que ça sera Webflow pour justement créer du code. Et donc la partie web app avec toutes les questions de sécurité que ça peut poser, les questions de performance, les questions de gestion de base de données, pour l'instant, c'est des choses qui sont outsourcées sur d'autres outils no code qui se pluguent sur Webflow.
Bah écoute, merci beaucoup d'avoir participé à ce calendrier de l'Avent. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin, déjà merci beaucoup pour l'invitation. Puis j'encourage vraiment tout le monde à aller regarder en fait les outils no-code et à se former à ces outils-là, parce que je pense qu'au même titre que on doit connaître finalement Excel, la suite Google ou autre, je suis assez convaincu que demain connaître quelques outils no-code va faire partie des compétences qu'on va devoir avoir même au-delà du métier de product builder. Je pense qu'il est temps de s'y intéresser si tu recherches effectivement de nouvelles compétences et si tu es une entreprise et que tu as besoin de développer tes propres logiciels par la suite. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver un résumé en vous inscrivant à la newsletter sur afternoon.pm. À demain pour un prochain épisode.